Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur A30 Télévision. D'abord les titres. De plus en plus de jeunes qui répondent à l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Plus de 400 jeunes rejoignent l'armée depuis la ville de Chikapa. Nous sommes dans la province du Kasaï. La suite dans un instant. Les confessions religieuses, membres de la CIME, dont la représentation des églises de réveil annonce leur marche le 19 novembre prochain. Les chefs des églises appellent à la mobilisation générale. Dans les secteurs de l'éducation, l'État congolais et les confessions religieuses liées par une nouvelle convention sur la gestion des établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Bonsoir. Tout d'abord, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec une délégation des notables congolais tutsi rwandophones. Au menu de la rencontre, la question liée à la sécurité de ces Congolais sur toute l'étendue du pays. C'était dans la soirée du jeudi à la Cité de l'Union africaine. Images et commentaires, la presse présidentielle. National Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des fascis et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutus ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Tutsi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique. Situation sécuritaire à l'est du pays, encore des jeunes qui répondent à l'appel à la mobilisation, cette fois-ci à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Plus de 400 jeunes, dont des filles, se sont enrôlés à l'armée pour soutenir les efforts des combats contre les rebelles du M23. L'annonce a été faite par l'armée ce vendredi. Les détails avec Janderson depuis Chikapa. Ils sont plus de 4 jeunes, dont les filles qui se sont enrôlées dans les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. L'enrôlement a débuté depuis lundi 7 novembre et c'est ce jeudi 10 novembre 2022 qu'ils ont été présentés sur les lieux d'entraînement au début des marches. Ces jeunes volontaires viennent à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en enrôlement de jeunes dans l'armée en vue de défendre la RDC contre l'agression rwandaise via les M23. Les majors Malengue Kashimba Augustin, chef de bureau chargé de recrutement au sein des FARDC à Chikapa, a fait savoir à la presse locale ce vendredi que parmi ces jeunes volontaires, il y a des filles. Ils ont volontairement rejoint les FARDC. C'était une occasion pour lui de lancer un appel vibrant aux autres jeunes de s'apprêter pour venir défendre le pays. Les 400 nouvelles recrues de l'armée congolaise seront soumises à un test d'aptitude physique et suivront une formation de 6 mois pour les unes et 1 année pour les autres. Entre-temps, la mobilisation est tous azimuts sur la ville de Chikapa comme dans les territoires. Plusieurs soutiens de la société civile et des partis politiques relaient les messages du chef de l'État en appelant les jeunes de venir se faire enrôler dans l'armée. Dans ce même registre, les chefs de confession religieuse, membres de la commission intégrité et médiation électorale, annoncent une marche le 19 novembre prochain. Marche qui sera organisée des concerts avec les structures de la société civile pour dire non à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. La déclaration a été faite ce vendredi au siège de la CIME. Naomi Matanga et Galvatuzolana pour le reportage.
Plus de 6 millions de morts, trop c'est trop, et la commission réunissant les religieux sont d'avis que tout doit cesser. Nous annonçons une marche pacifique, une marche de paix pour le soutien de notre gouvernement, le soutien de l'armée congolaise, les FARDC, et pour de certaines revendications quant au bien-être de notre peuple, pour de certains sujets qui nous dérangent par rapport à la guerre imposée à l'Est. Les chefs des confessions religieuses soulignent par ailleurs que l'approche diplomatique des règlements de conflit ne peut en aucun cas servir d'alibi pour porter préjudice aux intérêts fondamentaux de la nation. Joints dans leur position par d'autres structures de la société civile, le membre de la CIME annonce une marche pour le 19 novembre prochain. Nous allons marcher pour soutenir nos forces armées et son commandant suprême. Nous allons marcher, qu'il pleuve ou qu'il neige, ces jours-là, parce que nous voulons dénoncer l'hypocrisie, l'absence de la sincérité des pays voisins et de la communauté internationale. Il faut noter que les chefs des confessions religieuses ont exprimé leur position après la tenue de leur congrès sur l'analyse sécuritaire organisé du 9 au 10 novembre dernier. Restons avec les confessions religieuses. La délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique a mission de solidarité à Kinshasa face à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les membres de la CETA ont rencontré tour à tour les représentants du Parlement, mais aussi des forces vives de la nation. La suite dans ses commentaires. En mission de solidarité à Kinshasa, les membres de la conférence des églises de toute l'Afrique ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia. Conduite par Monseigneur Martin Blaise Nyabo du Burundi, vice-président de la CETA, la délégation a évoqué la question de la situation sécuritaire, mais aussi celle des élections. Nous sommes venus témoigner par notre présence physique que nous sommes à côté des Congolais. Nous partageons les souffrances. Nous allons continuer à prier pour eux, pour que la paix puisse se rétablir encore une fois avant même le déroulement des élections qui sont prévues en décembre 2023. De l'Assemblée nationale au Sénat, il n'y a qu'un pas, dit-on, les représentants des églises ont été également reçus par Modeste Eba Tilukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. Le speaker du Sénat a salué la démarche de cette structure. Nous sommes très contents que de la transparence par laquelle nous avons découvert plusieurs informations qui nous échappaient et nous sommes engagés en tant que la CETA à accompagner encore une fois le processus électoral au Congo. Les élections, un des sujets soulevés par la CETA, ont été également abordés avec la Commission électorale nationale indépendante, représentée par son premier vice-président Bienvenu Ilanga, assisté par Didi Manara, deuxième vice-président. Outre les institutions étatiques, les membres de la CETA ont aussi, dans le cadre de leur démarche, rencontré la conférence épiscopale nationale du Congo. Entre représentants des églises, il n'y a pas eu de tabou sur des sujets d'intérêt des communautés. Et nous attendons de la CETA une relation de proximité dans les communications, mais surtout d'accompagnement à travers les plaidoyers. Parce que la CETA, c'est une organisation des églises au niveau de toute l'Afrique. La CETA n'a pas manqué de saluer par ailleurs la bonne collaboration qu'il existe entre l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo. Changeons de chapitre à présent. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a été auditionné par la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale sur des sujets liés aux droits de l'éducation. En marge de cette audition qui est arrivée après son arrêté portant fermeture de certaines écoles non viables, le ministre Tony Mwaba Kazadi a rassuré du respect des droits des enfants à l'éducation. C'était jeudi au Palais du Peuple. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a été auditionné à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale le jeudi 10 novembre 2022 au Palais du Peuple.
L'objectif était de passer en revue un certain nombre de sujets liés aux droits de l'éducation garantis dans la Constitution de la République. Accompagné de la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namazia, le professeur Tony Mwaba a répondu à toutes les préoccupations soulevées à la grande satisfaction des députés nationaux. Nous voulions savoir qu'est-ce que le ministre fait par rapport à certaines questions, la question de la désactivation de certaines écoles qui avaient été désactivées. Il y a beaucoup d'écoles qui sont sans arrêté. Nous avons aussi des cas de ces problèmes de paiement des enseignants par rapport aux institutions bancaires qui sont chargées de payer. Et puis beaucoup d'autres questions. Et le ministre a répondu à toutes ces questions-là. Je tiens vraiment à les remercier. De son côté, le patron de l'EPST a remercié les membres de la Commission des droits de l'homme tout en le promettant de mobiliser tant qu'il peut les efforts pour améliorer les secteurs qu'il dirige. J'ai été effectivement appelé ici pour répondre aux préoccupations des honorables députés et j'ai été obligé aussi par des voies de redevabilité. Alors un certain nombre de préoccupations des élus du peuple venant de la base qui touchaient à la désactivation des écoles, la paie régulière des écoles, les paiements des NU, la mécanisation. Donc, on est passé en revue presque sur tous les problèmes qui minent notre sous-secteur de l'EPST. Signalons par ailleurs que le numéro 1 de l'EPST a saisi cette occasion pour solliciter l'appui de l'autorité budgétaire de manière à disponibiliser des moyens suffisants pour régler des grands problèmes qui se posent dans son sous-secteur. 24 heures après, le ministre de l'EPST, représentant l'État congolais, a procédé à la signature de la nouvelle convention de gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire, convention signée avec les confessions religieuses ce vendredi. 45 ans après, enfin est effective la réforme du cadre légal du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre de l'EPST, représentant l'État congolais et les confessions religieuses, ont signé ce jour la nouvelle convention de gestion des établissements publics d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Contrairement à ce qui était écrit dans le préambule de l'ancienne version de la convention scolaire, la nouvelle version ne liera exclusivement que l'État congolais et les confessions religieuses en termes de partenariat. Elle n'est pas ouverte aux personnes physiques ou morales autres qui sont libres de créer des établissements privés à créer. Occasion pour nous de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné cette opportunité parce que depuis plus ou moins 45 ans, l'ancienne convention est presque obsolète et quand bien même nous avons travaillé, mais c'était dans l'irrégularité et maintenant que nous avons la possibilité de parler, nous avons la qualité, après cette signature, nous pouvons accompagner valablement l'État congolais dans sa vision, dans sa mission, surtout en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Le patron de l'EPST a rappelé que la convention du 26 février 1977 était obsolète, inadaptée à la suite des multiples mutations sur le plan juridique et sociopolitique, voire au niveau de l'espace religieux national. Pour lui, cette réalité était à la base des dysfonctionnements observés au niveau de la gestion des établissements scolaires et même des bureaux gestionnaires. Après une tournée héros-américaine de plusieurs semaines, Martin Fayulu Madidi regagne Kinshasa ce dimanche. Son parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement se prépare conséquemment pour lui réserver un accueil chaleureux. Affirmation de Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD. Le parti appelle les militants à une grande mobilisation. En Europe, ses leaders de la coalition, Lamuka, a, dans sa dernière sortie médiatique, peint un tableau sombre de la gestion du pays par le régime de Félix Tshisekedi. De Kinshasa, en province, le gouverneur du Haut-Uélé a ordonné la délocalisation du poste de péage de Salissa à Bayanga sur l'axe routier. La décision a été exécutée par la police et la direction générale des recettes provinciales pour mettre fin aux tracasseries routières sur cette tronçon. Reportage de la presse du gouvernorat du Haut-Uélé.
C'est une véritable opération de ratissage qu'entreprennent les membres de cette mission express diligentée par le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Bassian-Enanga, à la rivière Nepoko. Ici, au PK 85 d'Issiro, cette barrière illégale, complètement détruite par la police, était un véritable calvaire pour les usagers. Juste après, la délégation mixte PNC Direction Générale des Recettes du Haut-Touélé fonce sur Bayenga pour y rencontrer le chef des secteurs MMB, Désiré Sadiki, qui l'a conduit ici à Salissa afin de déconnecter la dizaine de services à la base des tracasseries dans ces postes de péage. Il y a eu tracasserie ici au poste de péage de Salissa. Maintenant, monsieur le gouverneur de province a décidé de la délocalisation du poste de péage de Salissa à Bayenga. Je rassure vraiment tous les assujettis que là où nous serons à Bayenga, ils ne seront pas tracassés. Une décision largement saluée par les assujettis. Avec sa politique de supprimer toutes les barrières illégales, le gouverneur Christophe Bassian-Enanga a fait de son entité l'une des plus viables à terme des climats des affaires, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en la matière. Après Kinshasa et le Congo profond, je vous propose de suivre maintenant les condensés de l'actualité en dehors du pays. C'est les zappings Actu 30 Télévision traités par Jean-Rifin Koubeloso, rendu par Michel Kayak. Bonne nouvelle pour certains voyageurs à destination de la Chine. Pékin vient d'annoncer l'assouplissement des mesures anti-Covid, dont une réduction de la quarantaine à l'arrivée et la fin de l'annulation brutale des vols. Pour la petite histoire, la Chine est la dernière grande économie à maintenir une politique sanitaire stricte contre le coronavirus. Ses frontières restent fermées à la plupart des ressortissants étrangers, dont des Congolais. Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet de G20 en Indonésie la semaine prochaine. Son agenda ne le permettant pas, c'est le Kremlin qui l'a dit. Le Kremlin a indiqué aussi que la délégation de Moscou en Indonésie sera menée par le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Et puisqu'on parle de la Russie, sachez qu'après l'invasion russe de l'Ukraine, la Lettonie a adopté une loi qui permet la démolition systématique de monuments historiques soviétiques, à moins qu'ils ne répondent à certains critères. Pour Riga, la capitale, il s'agit de se débarrasser d'un instrument de propagande, alors que pour le russe ethnique, cela revient à effacer l'histoire. Et pour finir, Twitter pourrait faire faillite, c'est ce qu'a déclaré Elon Musk, l'homme le plus riche du monde et propriétaire de ses réseaux sociaux, lors d'une première réunion avec ses salariés après le rachat. Comme quoi, l'oiseau bleu prend de l'eau. Les fuites arrivent de toutes parts. Entre les démissions en série des cadres et les annonceurs qui ont quitté le navire, du coup, Twitter est loin d'être au meilleur de sa forme. Twitter cumule maintenant plus de 10 milliards de dollars de dettes. La société risque d'avoir du mal à les rembourser avec des taux d'intérêt élevés et les fuites des annonceurs. C'était un plaisir pour moi de faire avec vous ces voyages informatifs à travers la planète. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur www.actu30.cd et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. À demain.